Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Jour où la reine Elisabeth II tire sa révérence, véritable icône en Angleterre. Elle est décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Et avec elle, ce sont effectivement des symboles de la royauté et de l'empire colonial qui s'éteignent. En tout cas, les hommages ont déjà commencé à pleuvoir du monde entier et ça risque de durer encore quelques jours, voire quelques semaines certainement. Et parlons brièvement des chiffres Covid pour cette semaine. On compte 729 nouveaux cas sur la période contre 765 pour la précédente. Le taux d'incidence diminue et passe de 203 à 193 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, augmente d'1 point et passe à 15,3%. 6 réanimations Covid sont en cours. Un décès est à déplorer sur la semaine. Et en ce qui concerne la vaccination, les chiffres stagnent depuis plusieurs mois. Vous le savez, on progresse vraiment très lentement. On compte 46% de primo-injectés, 43% de seconde dose et 26% de troisième dose. On ne comptabilise même pas les quatrièmes ici en Guadeloupe. Et suite aux déclarations du directeur de l'ARS sur l'impossibilité de réintégrer les personnels suspendus, l'UGTG est descendu dans la rue. Une marche en direction de l'Agence régionale de santé pour réclamer une nouvelle fois la fin des sanctions à l'heure où les tribunaux même donnent raison aux agents mis à l'écart. Ils restent déterminés à obtenir gain de cause malgré la mauvaise foi des autorités qui font l'impasse sur l'amélioration de la situation épidémiologique qui est stable depuis plusieurs mois, pour le début de l'année quasiment. On écoute Maïté Hubert Mtoumo, secrétaire général de l'UGTG, au micro de Grégory Laps. Ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une situation que nous déjà présentée devant le tribunal et qu'ils ont rejeté. Là, la vérité qui a sorti de moi, dans la situation qui a fait qu'ils sont obligés de reconnaître que ça nous dit dès le départ, nous n'y raison. Et ordonnance là, ça, qui a fait jurisprudence pour tous les autres salariés, d'avoir qu'ils sont tous dans la même situation là. Donc c'est pour ça que nous avons dit, là où on regarde la situation à pays là, là où on regarde la situation à système de santé là, qui est totalement défaillant, les établissements ne peuvent pas fonctionner. Les salariés qui ont dit dans les établissements, pas qu'à piquer encore. Là où on regarde la situation épidémique là, qui est quasiment nulle. Là où on regarde la gestion à crise sanitaire là, ça, qui a fait que le pays en nous a dans une situation très grave, nous avons dit qu'il faut arrêter. À un moment donné, il faut dire stop. Et reconnaître qu'ils ont tenu tort. Reconnaître que là, la solution, c'est réintégrer l'ensemble des salariés et les libéraux et indemniser eux et faire en sorte que nous reconstruisons le système de santé là, que nous avons capacité de soigner peuple en nous, mais aussi que nous réglons tous les autres problèmes que nous n'y en Guadeloupe, parce que nous n'y problème dans tous les secteurs, dans l'eau, dans l'école, tout partout. Donc nous n'y avons plateforme de revendication, nous avons dit qu'on ça il est pour l'ARS, CISE, mais aussi les politiques, pour nous commencer à négocier. Négocier sur les conditions de réintégration, dans un premier temps, pour reconstruire le système de santé là, mais négocier aussi sur plateforme de revendication nous, que nous déposons depuis plus d'1 an. Le directeur de l'ARS dit comme quoi il n'est pas habilité à baser ton réponse par rapport à ça, ça demandé. Oui, nous attendons la réponse politique là, ça, sauf que nous avons rappelé que là, on va mettre en place la loi du 5 août. C'est l'ARS qui est en première ligne pour faire coûte que coûte appliquer la loi là, ça, et ça, quelles que soient les conséquences dramatiques, si santé à moun, si corps à moun, si vie à moun. Donc, là, c'est même ARS là qui l'a, c'est même ARS là qui c'est autorité à l'État français qui doit être cisée par les bons pour arrêter le massacre et réintégrer l'ensemble des salariés.
Une réintégration des personnels de santé abordée hier soir lors de la rencontre entre les élus d'Outre-mer et le président de la République à l'Élysée. Emmanuel Macron a indiqué être prêt à aborder toutes les questions économiques, sociales et institutionnelles au travers d'une feuille de route et d'un agenda qui n'exclut aucun sujet. Il s'est engagé à inclure les Outre-mer dans le travail de préparation de la révision constitutionnelle. Ça va être un gros morceau, ça. Après, comme on dit chez nous, pas wall en bouche, pas chage. On écoute Olivier Servat. Nous avons terminé la réunion engagé à parler directement avec Vérité et où il a évoqué un certain nombre de sujets, notamment sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat. Et il s'est engagé à faire, des réponses très claires sur des contrats qui vont commencer en 2024 et réfléchir en 2023. Donc, les sujets sur la réintégration des soignants ont été faits. Sur les frais postaux que j'ai évoqués, la Première ministre aussi s'est engagée à apporter rapidement des réponses sur ces sujets-là. Et donc je continue les rencontres dès demain avec les responsables pour pouvoir avancer sur ces sujets. À bientôt. On enchaîne avec le lancement des journées nationales de l'illettrisme au conseil départemental. L'occasion pour les élus de savoir si les politiques publiques mises en place depuis 10 ans ont été efficaces. 20% de la population guadeloupéenne rencontre de grosses difficultés en lecture et en écriture. Un chiffre qui a peut-être évolué positivement. Encore faut-il dresser le bilan. Regardez. C'est un vrai sujet. L'illettrisme, c'est 750 millions de personnes dans le monde qui sont touchées. C'est près de 2,5 millions de personnes en France métropolitaine et c'est 48 000 personnes ici en Guadeloupe, ce qui représente 20% de la population. Donc l'enjeu est important, l'enjeu est fort. Et dès lors que nous arrivons en effet à fédérer l'ensemble des collectivités majeures, les collectivités locales, mais également l'ensemble des opérateurs, nous pouvons particulièrement en effet espérer toucher du doigt de la capacité à pouvoir modifier cette politique publique et particulièrement convaincre de la nécessité de lever le voile de la honte pour particulièrement porter la question de la transformation et du changement. Il y a des personnes en situation d'illettrisme partout. Vous allez en retrouver forcément en détention et en plus on voit qu'en détention les chiffres sont plutôt importants. Moins du côté des femmes à la prison de Bémao que du côté des hommes à la prison de Basse-Terre. Ensuite, on va retrouver des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Les conseillers ont témoigné, ils arrivent au guichet, ils ont des difficultés. Le rectorat, forcément, est partie prenante parce que quand on dit lutter contre l'illettrisme, moi je veux bien, mais avant il faut-il encore qu'il y ait tout un travail en amont pour faire en sorte que les élèves sortent de l'école tout à fait autonomes avec la lecture, l'écriture et le calcul. C'est donc là le premier des leviers d'action. L'éducation nationale à elle seule ne peut pas tout. C'est pourquoi le modèle des cités éducatives, donc cette alliance autour d'établissements scolaires sur un même territoire qui allie tous les partenaires des organisations de la société civile, la culture, le périscolaire, etc. Ça, pour moi, c'est une réponse gagnant-gagnant. Nous devons tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour permettre d'améliorer cette situation. Donc cette convention aujourd'hui permettra précisément d'aller plus loin dans la prise en charge des illettrés, de faire en sorte que notre population ne puisse plus représenter dans les jours et les mois à venir 20% d'illettrisme, mais 10, 5 et puis pourquoi pas dans un avenir proche 0%. La bonne nouvelle, c'est que l'INSEE va remettre en place entre fin 2022 et début 2023 la même enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'en 10 ans, le chiffre a diminué ou progressé. Parce que là, en 10 ans, c'est le temps pour que des politiques publiques, elles puissent faire leur chemin. Et là, on peut faire une analyse. Et là, on tirera des constats et de grandes orientations pour savoir maintenant vers où on met l'argent, où on met l'action, comment on fait pour se remobiliser sur peut-être des segments manquants aujourd'hui non investis de la lutte contre l'illettrisme. Les enseignants vous diront effectivement de mettre plus de moyens dans l'éducation. Et l'école Léon Feix de Pointe-à-Pitre, elle se met enfin à jour en termes d'équipement informatique. Les enfants pourront travailler sur des ordinateurs et tablettes performants et en nombre suffisant surtout. Le reportage. C'est un matériel qui arrive à point nommé, après nos 2 années difficiles dues à la pandémie. Comme je l'ai déjà dit, nous avions eu avant cela du matériel qui est aujourd'hui vieillissant. Il nous reste 2 ou 3 postes qui fonctionnent.
Donc on attendait avec impatience l'arrivée du matériel nouveau. C'est du matériel à la fois collectif et individuel pour l'optimisation de l'enseignement et pour favoriser au maximum la réussite des élèves. Équiper l'intégralité des écoles en outils numériques était important pour le maire de Pointe-à-Pitre, M. Harry Durimel, et son conseil municipal, parce qu'on sait bien que l'école, c'est le lieu qui abolit les inégalités entre les familles et par conséquent qui rompt aussi cette fameuse fracture numérique. Nous voulons nous assurer que tous nos enfants ont la même chance de réussite et c'est en mettant à la disposition de tous le matériel numérique qu'on y parviendra. Aujourd'hui, on ne boude pas notre fierté de voir effectivement l'ensemble de ces dispositifs sur cette école de Léon Fex. Et sur toutes les écoles qui ont été équipées, les 3 écoles qui n'étaient pas encore dotées en matériel informatique, c'est pas moins de 52 ordinateurs portables qui sont livrés. C'est 11 tablettes 11 valises de tablettes numériques. Donc autant d'outils qui pourront servir effectivement aux enseignants dans le cadre de leur pédagogie, de la mise en place de l'apprentissage pour les scolaires. Nous savons l'importance du numérique dans la société actuelle. Nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville avec des familles de conditions modestes, voire très modestes. Et donc c'est une chance pour beaucoup de ces enfants-là d'avoir accès au numérique et de manipuler du matériel numérique. Puisque lors de la période de Covid et de confinement, on a eu quelques difficultés pour faire la poursuite de l'enseignement à distance, puisque beaucoup d'entre eux ne disposaient pas de matériel nécessaire. Des technologies numériques qui sont inévitables en ce moment et pour longtemps, puisque c'est vraiment ancré dans nos modes de vie maintenant. Et pour en parler ce soir avec moi, je reçois Maïté Torval-Nadessin, qui est formatrice au centre ISP Informatique. Elle est en compagnie de Leslie Morvani, également formatrice dans ce centre ISP Informatique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc vous lancez une formation, effectivement, pour le numérique pour tous, qui s'appelle les fondamentaux du numérique. Ça consiste en quoi, les fondamentaux du numérique ? Alors, les fondamentaux du numérique, donc c'était pas forcément pour tous, puisque c'est une formation qui s'adresse essentiellement aux demandeurs d'emploi et aux salariés non actifs, enfin aux actifs non salariés. Mais en fait, c'est une formation qui va reprendre les bases du numérique, puisque je fais quand même la petite parenthèse, puisqu'aujourd'hui c'est la journée d'action contre l'illettrisme, et du coup on parle d'illettrisme numérique, on parle notamment d'électronisme, et c'est vrai que donc notre formation s'insère tout à fait dans ce cadre-là. L'idée, c'est de pouvoir revoir les bases, d'apporter aussi bien de la bureautique, de l'informatique, du numérique, que de la communication aux participants qui seront avec nous. Alors pour les profanes qui ne comprennent pas, bureautique par exemple, bureautique, ce sont les logiciels incontournables comme Word, Excel, PowerPoint par exemple. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de salariés, puisqu'on peut être surpris déjà des chiffres de l'illettrisme, on est quand même à 20% ici en Guadeloupe, est-ce qu'il y a beaucoup de salariés qui ne savent pas du tout utiliser les outils informatiques ? Alors, des salariés en particulier, c'est vrai que c'est pas la cible de notre formation, mais effectivement... Ou ceux qui sont en recherche d'un emploi. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes éloignées de l'emploi qui sont également éloignées du numérique, donc ça c'est un fait. Vous avez dit les chiffres, 20%, ça fait 13 millions de personnes en France, c'est énorme. Donc c'est bien pour ça qu'il y a un enjeu d'autonomie, un enjeu d'insertion professionnelle important. Donc la formation est accessible, elle est financée ou pas ? Elle est complètement financée et grâce au Conseil régional de Guadeloupe et à l'État, grâce au PRIC, donc c'est le plan d'insertion professionnelle pour les compétences. Et voilà. Et comment peut-on bénéficier finalement de ces formations ? Alors, dans tous les cas, il faudra nous contacter directement, donc passer par ISP Informatique. Donc, les personnes qui sont potentiellement intéressées nous contactent soit par mail, soit par téléphone, soit directement via les réseaux sociaux ou notre site internet. On est tout à fait accessible. Et puis ensuite, donc, on les recevra, puisque de toutes les manières, il faudra faire une sélection. Il y aura une petite sélection quand même. Voilà, il y aura une petite sélection, des tests de positionnement pour qu'on puisse quand même jauger du niveau de ces personnes-là. Oui. Et le volume horaire, en général, c'est quoi ? La formation se totalise à 364 heures. On aura c'est une formation assez longue en fait. C'est du mois d'octobre au mois de février 2023. Il dure 4 mois. Donc on a quand même plus de 60 heures en entreprise aussi, puisqu'on favorise les situations d'apprentissage. Pour que les stagiaires puissent intégrer vraiment les compétences, les mettre en pratique. On a un module aussi de spécialisation.
Donc avec des options différentes, 6 options hein, que les stagiaires pourront choisir au choix. On aura la santé, le social, l'environnement, l'artisanat et aussi... le social et le tourisme. Voilà. Voilà, donc vraiment la base sera toujours le numérique avec ces options. D'accord, base numérique, mais la formation est beaucoup plus large en fait. C'est ça en fait, on ouvre parce que dans tous les cas, il y aura des cas pratiques, il y aura du partenariat et du parrainage professionnel. Et donc avec ces professionnels de ces différents milieux, ça leur permettra de s'insérer plus durablement dans le monde du travail. Donc on imagine que pour 360 heures quand même de travail, on a une certification, on a un diplôme à la fin. Alors pas forcément un diplôme, ça sera vraiment une attestation qui permettra à chacun de s'insérer plus longtemps. Donc pour faciliter leur intégration. Exactement, c'est ça. Notre accompagnement vise à cela. On va redire aux téléspectateurs comment effectivement on peut intégrer ces formations. Eh bien oui, prenez contact avec nous directement, donc par WhatsApp, par téléphone. On va vous donner un numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler, bien sûr. Voilà, donc vous avez la possibilité d'appeler directement au 06 90 58 06 73. Vous pouvez également appeler au 05 90 26 58 30 et nous contacter par mail formation au singulier @isp-informatique.fr. Et combien ça nous coûte? C'est gratuit. C'est très important. Non, mais totalement financé par la région Guadeloupe, donc avec plaisir. On est en pleine phase de sélection, donc n'hésite pas. Sélection, combien de places disponibles? 8 places. 8 places disponibles. Oui, places limitées. Les places sont chères quand même. Oui. Ah d'accord. C'est gratuit, mais finalement. Oui. Cher quand même. Il faut se dépêcher. Voilà, il faut se dépêcher. Bon, ils ont encore le temps, mais il ne faut pas oublier que la formation elle commence le 24 octobre, donc on est quand même obligé de faire un mois et demi. Bon, le délai est assez court. C'est ça. Donc, si vous voulez de plus amples renseignements ou tout simplement rejoindre cette formation, adressez-vous au centre ISP Informatique où on vous donnera effectivement des documents à remplir, des choses à fournir. Comme ça ira plus vite, on va leur dire. Il y aura du coup un test de positionnement à compléter ensemble sur place et puis le reste, on verra ensemble. Voilà. Mais il faut se préparer quand même pour le test. Il faut se préparer, mais il n'y a pas de piège, ça va. Mais si on l'échoue, concrètement... Non, il n'y a pas d'échec. Voilà. On va toujours trouver une solution. Mais en fait, vous ciblez quoi? Les profils les plus déconnectés, finalement, de l'outil informatique ou des personnes qui sont déjà un petit peu utilisatrices, même un tout petit peu? Les deux. Les deux? Oui. Ok, tout le monde a ses chances. C'est ça, exactement. Mais il n'y a que 8 places. Voilà, surtout, les places sont limitées. Merci beaucoup. Je le rappelle, Maïté Torval, Nadessin et Leslie Morvani, toutes deux formatrices au centre ISP Informatique, d'être venues sur ce plateau ce soir nous présenter leur formation sur les fondamentaux du numérique qui débutera le 24 octobre prochain. Merci encore. Et le général du SMA, Claude Peyou, lui dresse le bilan de sa visite au régiment de Guadeloupe. L'occasion pour lui de présenter une nouvelle formation autour des nouvelles technologies d'information et de communication, comme quoi c'est partout. Si les recrutements ont connu une baisse au premier trimestre 2022, les inscriptions ont finalement bien repris. Le reportage. Favorable et positif, si vous voulez. Les 6 premiers mois de l'année ont été difficiles en termes de recrutement. La dynamique a repris au même titre que la vie économique sur le territoire. Donc les perspectives de recrutement en particulier, qui était la raison de mon déplacement, semblent favorables. Et donc je pense que le régiment va retrouver une activité qui a été la sienne jusqu'avant la crise. 80% des jeunes qui passent par le régiment trouvent un emploi, soit directement sur le territoire, soit des formations complémentaires sur le territoire dans l'Hexagone. Donc c'est une chance extraordinaire pour celui qui est volontaire de venir au régiment et de trouver sa voie, parce que nous nous adressons à un public en difficulté et nous faisons tout pour que cette difficulté soit effacée, à la fois par le savoir-être et le savoir-faire, et finalement le retour à l'emploi, ce qui est bien notre objectif. Ça s'inscrit dans un plan plus global qui a été demandé par Monsieur Lecornu pour augmenter les effectifs de bénéficiaires de 10%. On a remodelé un petit peu notre proposition de formation en adaptant aux besoins des territoires et départements. Typiquement, ici, nous avons créé, ou plus exactement modifié, une filière professionnelle pour répondre au mieux aux besoins du pays. Et donc cette filière qui était voirie, réseau divers, travaux publics, s'ouvre aujourd'hui à la capacité d'installer des réseaux d'adduction ou d'évacuation d'eau. Donc on modifie
en fonction du besoin du territoire. Les autres modules viennent améliorer la formation professionnelle que l'on délivre, en particulier lorsque l'on souhaite insérer du numérique dans les modules pédagogiques, comme les simulateurs de travaux publics. Ça permet de faire travailler plus de jeunes en même temps, de leur faire acquérir la compétence avant de monter sur un engin, et surtout, on a la capacité d'utiliser notre formateur de meilleure façon, puisqu'il est en capacité d'avoir 3 ou 4 stagiaires en supervision, alors que quand il est dans l'engin, il n'a que le conducteur dans lequel il est, avec lequel il est. Voilà. Et on a donc un certain nombre d'autres projets, comme l'accueil de plus de jeunes femmes, améliorer aussi la compétence des stagiaires dans le cadre du numérique, puisqu'on a ajouté un module dans l'apprentissage des savoir-faire de base qui est Internet et la façon de mieux utiliser cet outil. Un reportage signé Maxime Morel. Et on fait un retour maintenant sur la victoire de l'Amical Club de Marie-Galante qui remporte la Coupe de Guadeloupe de football. Félicitations encore à eux. Ah oui. Oh, l'Amical, vainqueur de cette compétition. On a su marquer très tôt aussi. C'est une bonne équipe. Ils ont marqué tôt, on a marqué tôt. On a tenu, on a mis une stratégie en place. Les gars ont respecté les consignes et ça a vu ce soir et on part gagnant au tir au but et on est content. Surtout pour le coach Jean-Paul qui est pas là ce soir. Ce couple-là, c'est pour lui ce soir. On s'est donné les moyens de le faire. Sortir 3 écuries, c'est pas facile. On se devait de sauver notre saison cette année. Mais c'est chose faite ce soir avec cette victoire en finale de Coupe de la Guadeloupe. D'accord, c'est la finition qui a manqué ce soir. Donc, quelque part, je pense que dans le jeu, on a quand même fait ce qu'il fallait pour mériter de gagner. Mais je pense quand même qu'on a manqué de détermination devant les buts. Lorsqu'on a autant d'occasions de buts dans une rencontre, eh on va dire que le karma nous sanctionne à la séance de pénalty. Une belle finale, beaucoup d'engagement et puis on savait que Amical mettrait toutes ses valeurs, ses valeurs physiques, valeurs mentales. On sait bien que cette équipe n'avait pas, je dirais, le niveau peut-être technique de l'ASS, mais avait de quoi quand même empêcher l'ASS de gagner. Je crois qu'ils ont réussi leur coup. Je tiens à féliciter les deux équipes parce que nous sommes en début de saison et ils ont quand même, se sont bien battus. Ça n'a pas été une belle finale sur le plan technique, mais été beaucoup d'engagement. Et puis on sait bien que le terrain n'a pas été très favorable au beau jeu. Mais je tiens à féliciter aussi les spectateurs qui sont déplacés pour venir voir cette finale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.